Commencer. Et tout d'abord, de ma part, je souhaite une chaleureuse bienvenue à l'occasion de cet atelier informel avec les États africains sur l'initiative des grands fleuves du monde avec Focus Afrique. C'est un grand programme phare dans le cadre du PHI. Je m'appelle Claudia, je suis ambassadrice ici à l'UNESCO pour l'Autriche donc, et c'est la délégation autrichienne auprès de l'UNESCO, la chaire de l'UNESCO sur la gestion intégrée des ressources en eau avec son représentant ici présent et le secrétariat donc du PHI de l'UNESCO qui organise conjointement cet atelier informel. Je suis donc ravie d'avoir à nos côtés Christophe van den Berg qui représente donc le secrétariat de l'UNESCO. Il intervient pour remplacer la DG Shamila, qui, en raison d'impératifs de toute dernière minute, n'a pas pu être des nôtres. Je suis également ravie d'accueillir parmi nous Helmut Havasak, qui est donc représentant de la chaire de l'UNESCO, donc sur tout ce qui est intégration ou gestion intégrée des ressources des cours d'eau en Autriche. Donc, quelques questions d'intendance. Vous devez m'entendre en français et en anglais grâce à nos collègues de l'UNESCO. Est-ce que si vous avez des problèmes en ce qui concerne la traduction ou l'interprétation, dites-moi. En tout cas, donc, nous avons déjà le chat qui est fonctionnel et donc vous pourrez nous informer si vous entendez bien les deux langues. Donc, nous avons un ordre du jour qui est un petit peu informel à l'occasion de cet atelier informel et il s'agit surtout d'une discussion interactive que nous voulons engager avec vous. Et j'espère que nous arriverons à une bonne base commune, à un accord, et c'est ce que nous visons suite à cet atelier d'aujourd'hui. Alors, avant de donner la parole à Christophe et avant d'inviter Helmut également à présenter l'initiative WLRI, quelques mots d'introduction de ma part, simplement pour vous dire en gros ce que nous essayons de faire aujourd'hui et ce que nous allons essayer de faire au cours de l'heure et demie qui vont nous occuper. Et il s'agit, je l'ai dit, d'un atelier qui est informel. Helmut parlera plus en détail de l'ensemble de l'initiative et comment effectivement elle viendra à l'appui de la réalisation des ODD. Ce qu'il suffit de mon côté de dire, c'est que comme vous le savez tous, les grands fleuves sont d'une importance vitale, ce sont des véritables artères de vie et ils sont déterminants pour la qualité de vie de millions, voire de milliards d'individus sur Terre. Or, ces fleuves ont fait l'objet de pressions considérables. Or, ils sont très importants pour l'économie des peuples. Ces fleuves ont une importance à la fois culturelle, sociale et voire spirituelle. Étant donné l'importance de ces fleuves pour tant de personnes et dans tant de domaines de la vie, il est étonnant de constater que nous savons très peu de choses quant à leur statut, leur situation actuelle et leur évolution au fil du temps. Et c'est justement de quoi il retourne à cette initiative. Il s'agit d'une évaluation scientifique qui est lancée, une approche scientifique de collecte de données, des informations et qui viendront à l'appui donc de l'évolution ou du développement, de l'élaboration de politiques basées sur les faits pour une gestion plus saine de ces fleuves. Et bien entendu, cette initiative est étroitement associée aux ODD, l'ODD 6 bien sûr, mais également tous les autres ODD. Sans eau, il n'y a tout simplement pas d'agenda 2030 et certainement pas d'agenda pour l'Union africaine 2063. Alors, cette initiative a été élaborée il y a quelque temps déjà, et justement, Helmut nous en dira quelques mots, il nous tiendra au courant de la situation. Nous allons voir où nous en sommes avec la mise en œuvre de cette initiative en Afrique. Nous aimerions vous dire comment nous imaginons le déroulement donc, de cette initiative en Afrique, comment nous comptons nous y prendre pour les prochaines étapes. Malheureusement, le micro de l'oratrice s'est coupé et l'écran s'est gelé. Claudia, on ne vous entend plus. Vous ne m'entendez plus très bien. Nous n'avons pas capté vos 2 ou 3 dernières phrases, effectivement.
J'ai bien peur d'avoir quelques problèmes de connexion au réseau. Nous avons peut-être perdu Claudia temporairement, et espérons-le. Peut-être puis-je intervenir pour une présidence provisoire. Je vais maintenant peut-être donner la parole à notre intervenant suivant, Monsieur Christophe Vandenberg. Ah, je vois que vous êtes de nouveau parmi nous, Madame l'ambassadrice. Est-ce que vous êtes de nouveau connectée? Oui, je suis de nouveau parmi vous. J'espère que ma connexion est un peu meilleure. Je suis désolée, c'est le Wi-Fi de l'UNESCO. Je ne suis pas sûre que vous ayez entendu tout ce que j'avais à dire, ou pratiquement. Je l'ai dit, pour l'instant, c'est une réunion d'information, un atelier très informel. Nous sommes ravis que chacun ait pu nous rejoindre à l'occasion de cette réunion. Et j'aimerais maintenant donner la parole à Christophe Vandenberg. Il va prendre la parole et il va donc nous dire quelques mots de la perspective du secrétariat de l'UNESCO, ensuite de quoi nous donnerons la parole à Helmut. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Nous avons perdu peut-être la dernière phrase, mais je peux peut-être compléter et expliquer un petit peu l'UNESCO dans la perspective de l'UNESCO. En tout cas, merci beaucoup, Excellence, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je souhaite également vous adresser une chaleureuse bienvenue au nom de l'UNESCO et au nom de Madame Shamila Nair Beduel, la DG de l'UNESCO, qui ne peut être des nôtres, mais nous sommes ravis de vous accueillir effectivement à cet atelier informel avec les États africains sur l'initiative des grands fleuves du monde avec Focus Afrique. Donc, il s'agit bien de cet atelier. Merci, Madame l'ambassadrice, et merci également à votre délégation qui a pris l'initiative de lancer cet atelier pour défendre l'initiative Priorité Afrique. Alors, nous allons parler déjà du panel et du rapport du GIEC qui, une fois encore, a souligné la fréquence et l'intensité croissante des événements météorologiques récents. Et tout cela, bien entendu, a une incidence négative sur la sécurité des ressources en eau. Et nous allons avoir du mal, partant, à réaliser les ODD. Et je crois que cela change un petit peu la donne en ce qui concerne la disponibilité des ressources en eau. Et il y a à la clé, évidemment, des menaces en matière alimentaire et en matière énergétique, surtout pour les pays qui partagent des bassins hydrographiques. Il est donc très important que nous puissions souligner la nécessité d'une coopération transfrontalière pour gérer les ressources en eau au vu de ces changements et de ce réchauffement climatique. Je crois que ce n'est pas un secret de dire que la plupart des communautés sentiront l'impact des changements climatiques, mais la gestion des ressources en eau, c'est la clé pour plus de résilience et pour s'adapter de manière plus efficace au changement climatique. Un simple exemple, les systèmes ripicoles naturels, mais également les zones humides sont de véritables éponges et ont pour potentiel de diminuer le risque de crue en ralentissant un petit peu le flux, l'écoulement de l'eau, ce qui veut dire que la restauration des fleuves est un phénomène important pour lutter contre le risque de changement dans le cycle de l'eau. Une meilleure gestion des ressources en eau, c'est également un élément prérequis pour arriver à l'agenda 2030 et tous les agendas internationaux liés à l'eau. Vous avez parlé de l'agenda de l'Union africaine. Nous ferons également référence au cadre de Sendai. Si on regarde l'édition du dernier rapport du GIEC, eh bien, en 2020, il a mis l'accent plus particulièrement sur l'eau et le changement climatique. Et il a mis en lumière le rôle particulièrement critique que joue l'eau en tant que connecteur. Et en tant que connecteur, nous vous entendons par là que si vous regardez l'eau et si vous voyez quels sont les défis qui sont liés à l'eau, eh bien, on pourra progresser et avancer dans une perspective beaucoup plus large et on pourra atteindre un certain nombre de cibles et d'objectifs dans le cadre de l'accord de Paris, mais également dans le cadre de Sendai, puisqu'il y a un lien avec les crues et avec les sécheresses, et on peut donc diminuer ainsi le risque de catastrophe. L'eau est également un connecteur d'un autre point de vue. C'est un connecteur entre la société et la nature. Nous avons donc besoin de promouvoir une approche plus interdisciplinaire, plus connectée, et je crois que l'UNESCO est justement là pour apporter la réponse également, parce que nous devons avancer beaucoup plus vite vers une approche pluridisciplinaire. Et il faut qu'elle soit également au début de politiques élaborées sur les faits.
la gestion des ressources en eau va avoir une incidence sur la société, mais également sur le milieu naturel. Donc, nous ne devons pas chercher des solutions qui sont inspirées par la science de l'eau, mais il faut également tirer connaissance d'autres sciences, par exemple les sciences écologiques ou les sciences sociales, qui ont beaucoup à nous apprendre également. Comme je l'ai dit, l'UNESCO a toutes ces compétences, à tous ces programmes sous son aile qui peuvent apporter une réponse à cette question, pourvu que nous puissions également faire travailler ces différentes disciplines. Et c'est ce que nous avons comme défi à relever aujourd'hui. Alors, l'atelier d'aujourd'hui présentera effectivement un programme phare du PHI qui, je vous le rappelle, est la seule organisation onusienne qui se consacre à la recherche et à la gestion des ressources en eau et qui a lancé récemment la deuxième phase du PHI, la science devant nous aider à arriver à un monde sûr en eau, sûr de ces ressources en eau. Et j'aimerais saisir cette occasion pour vous rassurer une fois encore, l'UNESCO a vraiment l'intention de renforcer encore son programme des sciences de l'eau pour soutenir les politiques qui y sont liées, mais nous resterons également très actifs dans le domaine de la formation, dans le domaine donc de la formation, disais-je, et nous ne le travaillons pas tout seul, nous ne pouvons pas faire cavalier seul, nous devons effectivement dépendre aussi de toute la famille de l'eau de l'UNESCO dans cet effort. Il s'agit là d'un véritable atout pour l'UNESCO, plus particulièrement pour le PHI. Notre famille, ce sont 172 comités nationaux. Il s'agit là d'ancrages nationaux du PHI dans les différents États membres de l'UNESCO. Mais nous pouvons également dépendre de nos points focaux. Il y en a 69 chaires qui sont disséminées de par le monde et également 36 centres qui sont spécialisés dans les zones liées aux ressources en eau, dans les domaines liés à l'eau. Il y a par exemple les centres de catégorie 2 qui sont disséminés de par le monde, qui sont bien connus. Voilà donc tous les atouts dont nous disposons actuellement et que nous utilisons au mieux. Du moins, nous essayons de le faire. Il y a également la chaire sur la gestion intégrée des rivières qui est très liée à la WLRI et qui est co-organisatrice de la réunion d'aujourd'hui. Alors pour ceux qui connaissent moins, l'initiative WLRI veut mettre en place une évaluation globale et holistique de l'état de la situation et du statut des grandes rivières, et pour assurer effectivement une gestion intégrée des fleuves et de leurs bassins hydrographiques. Nous mettrons l'accent aujourd'hui sur l'Afrique. Comme l'ambassadrice l'a dit, ce sera une instance d'échange et nous souhaitons que cet atelier reste informel. En ce sens, je vous invite à bien vouloir poser vos questions à l'issue de la présentation de M. Habersack. Notre collègue est également à votre disposition pour répondre dans toute la mesure du possible à vos questions. Nous essaierons de voir comment nous pouvons construire cette initiative ensemble. Nous essaierons d'échanger sur le sujet et comment répondre au mieux aux besoins de vos pays respectifs. Alors, cette initiative a pour potentiel d'apporter une contribution importante à la réalisation de l'ODD 6 et au cadre d'accélération globale de la réalisation des ODD qui est adopté en 2018. Nous voudrions donc réitérer une fois encore l'engagement de l'UNESCO envers cette initiative WLRI, initiative des grands fleuves du monde, qui s'aligne très bien sur les grandes priorités de l'UNESCO, le PHI, c'est-à-dire innovation et recherche scientifique, éducation à l'eau et la révolution, y compris donc il y a également tout ce qui est gestion intégrée et il y a également la gouvernance de l'eau qui se fonde sur la science pour l'atténuation, l'adaptation et la résilience. Grâce à son travail et à ses domaines prioritaires, le PHI essaiera de faire en sorte que toutes les parties prenantes puissent participer à la création d'une nouvelle culture durable et pérenne de l'eau. J'aimerais remercier une fois encore Monsieur l'ambassadeur. Merci de nous avoir rassemblés, d'avoir organisé cette initiative. Monsieur Habersack, merci de bien vouloir faire cette présentation. J'espère que nous aurons des discussions très fructueuses et je serai ravie de voir les résultats de cette réunion. Je vous remercie d'avance. C'est à vous. Désolée, j'ai essayé d'utiliser mon portable parce que sur mon ordinateur de bureau, l'image est très mauvaise. Malheureusement, la connexion au Wi-Fi de l'UNESCO est trop mauvaise. Vous me voyez, mais certainement à contre-jour. En tout cas, on vous entend. En tant que vous m'entendez si vous ne me voyez pas bien.
En tout cas, merci beaucoup, Christophe, de ces mots d'introduction qui sont très importants, effectivement. Le message clé que vous venez de faire passer l'est tout autant. Nous allons parler de cela plus en détail, mais sans plus attendre, c'est Helmut Habersack, chair donc de l'UNESCO sur la gestion intégrée des fleuves et qui a lancé la WLRI. C'est à lui que revient maintenant de prendre la parole. Donc, l'initiative des grands fleuves du monde. Merci beaucoup de vos mots d'introduction, Claudia et M. Vandenberg. Je vais donc essayer de lancer ma présentation en espérant que vous voyez ma présentation s'afficher sur vos écrans. On le voit très bien, c'est parfait. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, chers collègues, surtout chers collègues des pays d'Afrique, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous présenter un petit peu cette initiative. De quoi retourne-t-il dans cette initiative des grands fleuves du monde, en mettant l'accent plus particulièrement sur l'Afrique? Parce que c'est là notre objectif, essayer de voir quelle est la situation des fleuves africains en raison du changement climatique, mais également en raison de bien d'autres sujets qui peuvent avoir leur pertinence en la matière. Alors, quand on regarde effectivement les fleuves depuis l'espace, on voit que c'est une véritable artère qui irrigue la vie des pays. Il y a des plaines, des montagnes, et partout où on va, on voit qu'il y a des réseaux assez complexes donc de fleuves. Nous parlons là de grands fleuves, mais je dois dire que le mot grand fleuve a fait l'objet d'une discussion très importante lorsqu'on a lancé cette initiative. Ce n'est pas juste la largeur ou la longueur du fleuve qui font que le fleuve est grand, ça n'est pas la taille du bassin hydrographique non plus, c'est également l'importance de ces fleuves qui compte. Il y a des fleuves qui ne sont peut-être pas très grands géographiquement, mais ils sont grands dans leur importance et dans leur dimension culturelle, économique, sociale, etc. Et tous ces fleuves, vous en voyez certains ici, ces fleuves sont tout à fait différents dans leur morphologie. Si vous regardez le Gange ou l'Amazone, alors vous regardez le Nil ou le Mékong, vous verrez que leur physionomie est très différente. Mais ils ont également beaucoup de points communs entre eux. Et voilà pourquoi nous pensons qu'il est très important de pouvoir échanger les connaissances à propos de ces fleuves, de pouvoir voir quels sont leurs défis et leurs problématiques. Et j'étais vraiment étonnée lorsque j'ai posé la question à beaucoup de personnes en disant est-ce que nous avons un grand rapport sur l'état de tous ces fleuves et on m'a dit, eh bien non, jusque-là, il n'y a pas de rapport. Et il y a beaucoup de rapports intéressants par fleuve et des organisations qui sont en place par fleuve avec beaucoup de connaissances détaillées, mais pour ce qui est de la perspective générale, comparable au changement climatique, eh bien, il n'est pas vraiment possible, facile d'avoir un seul rapport avec une compréhension commune des fleuves de cette planète, ce qui veut dire qu'effectivement, ce qui montre que le changement climatique peut également avoir une incidence sur ces fleuves. Donc nous sommes dit, il serait peut-être intéressant de se pencher sur une perspective plus mondiale de ces grands fleuves. Ça n'est peut-être pas nouveau, mais c'était intéressant de commencer. Les grands fleuves sont complexes, sont dynamiques, il s'agit d'écosystèmes qui se diversent. On parle de biodiversité, de perte de biodiversité, également de changement de la nature et de changement climatique. C'est important pour la vie des citoyens. Une importance économique, une importance culturelle se rattache également à ces fleuves et ne doit pas être oubliée. Je crois que les fleuves sont synonyme de développement et de perspectives humaines. Les fleuves irriguent un territoire et donc il est intéressant pour les peuples de voir l'écoulement du temps que symbolisent ces fleuves qui sont non seulement des créations tridimensionnelles mais même quadridimensionnelles puisqu'on y rajoute la dimension du temps. Et il y a beaucoup d'utilisation et de pression, beaucoup d'affectation, on parle beaucoup d'énergie comme vous le savez sur une échelle mondiale. On parle beaucoup plus de production d'hydroélectricité, on parle effectivement d'approvisionnement des ressources en eau, des utilisations industrielles, on parle également des pêcheries, on parle de l'irrigation qui est un autre usage compétitif et puis il y a également la navigation. La navigation est également un domaine très, très important. Alors, d'un côté, il y a effectivement les conditions naturelles qui sont importantes et nous, en tant qu'humains, nous avons beaucoup d'usages à réclamer à ces fleuves, usages qui ont leur impact. Voilà pourquoi les fleuves font partie des écosystèmes les plus suivis et les plus surveillés
au monde. On voit quel est l'impact sur les habitats et sur la biodiversité de la faune et de la flore. Tout cela se passe simultanément dans un même fleuve. Le problème, c'est que souvent, on se penche sur un fleuve et on essaie de solliciter ce fleuve pour un usage qui peut être en conflit avec les usages que réclament les autres. Et nous n'allons pas entrer dans le cadre de décisions politiques ici, bien évidemment. Nous voulons simplement pouvoir définir, collecter, décrire la situation de manière scientifique, sur une base scientifique. Nous voulons vraiment ensuite pouvoir alimenter la discussion en aval. So these are just a few rivers mapped on a global situation. You see the African condition, and as you see later, we have even more rivers on the African context, which we think are, of course, in the first row already of the large rivers discussion. And there are a lot of key facts. We can spend hours on this in order to be not too long. You see that 2 billion people take water directly from the rivers for drinking purposes, or 37% of the rivers longer than 1,000 kilometers remain free-flowing over their entire length. So that's a small number already. On the other side, we have about 60,000 large dams existing worldwide, 3,007 large dams in planning situation. As humans, we see here about 12 million tons of fish are fished from rivers. A lot of people live from this, and the population of freshwater habitats have declined by 83% since 1970. So a lot of issues. On this one side, renewable energy from hydropower, on the other side, fish, and so on and so forth. So we have to see that this is, of course, a source of discussions, but we need a solid basis. What is really the condition, as you will see over this presentation? What is the condition of a certain river? And what we want to aim for is to look on a global scale at the end of the day, summarizing all this information, to have a baseline for our discussion on improvements, of course, of the conditions today. So for the initiative, basically, one of the motivations was that there's no holistic status reports with the same methodology. So you want to do the same, apply the same methodology to all rivers in order to get a comparable report at the end of the day. And that is, of course, that we want to analyze the status, but also the future of these large rivers. So at the end, of course, to do some predictions, how we want to see the future of these rivers. And for this, we need a standardized methodology. And you will see one example of the Niger River, where we started with this. So we worked already successfully on 3 rivers on a global scale, as you will see in a few minutes. The aim is very ambitious, I know. So we have 300 rivers, which we want to work at together with the IHP program, and hopefully with you also. Up to now, we worked on 3 rivers. So 3 out of 300 have started for, but we want to continue with more rivers, of course, but also to improve further the methodology. And of course, it is the aim to derive améliorer notre méthodologie. Et comme je le disais tout à l'heure, nous voulons améliorer la connaissance de l'état des fleuves, mais également améliorer l'aide à la décision politique. C'est pourquoi nous avons donc décidé de nous concentrer sur 5 actions. Tout d'abord, l'état, le rapport sur la condition du fleuve. Mais avoir un rapport, ça ne suffit pas. Nous voulons évidemment combler les lacunes en termes de connaissances, permettre un échange de connaissances et mesurer un certain nombre de choses directement sur le fleuve pour voir et comprendre l'état exact des différents fleuves. Troisième action, formuler un plan d'action international sur la recherche et également la gestion de ces fleuves pour voir comment améliorer la situation. Quatrième action, mettre en place un forum des fleuves, organiser une journée internationale des fleuves et également mettre en place des réunions de la Commission pour les grands fleuves. Cinquième action, organiser
des conférences triennales sur l'état des grands fleuves du monde. Alors, comment cette initiative a-t-elle été lancée? Elle remonte à 2014, à la 21e session du PHI. L'initiative a été établie. Elle est coordonnée avec l'aide de la chaire UNESCO, notamment. Ce groupe avait donc été établi pour essayer de définir la portée du travail et également définir une note de concept et la portée des travaux à mener. En 2018, l'initiative a été validée au titre du plan de travail du PHI. Jusqu'en 2018, on avait une manière de projet, d'initiative, un projet pilote, si l'on peut dire, qui a été validé en 2018, disais-je. Et c'est à partir de 2018 qu'un vrai projet pilote s'est réellement mis en place. Cette année, à la 25e session du PHI, l'initiative a été à nouveau confirmée, validée par le Conseil, et son statut d'initiative phare a été réaffirmé. Quelques exemples de ce que nous avons fait à ce jour. Il y a déjà eu un certain nombre de conférences. On voit en 2011 la conférence fondatrice organisée à Vienne avec environ 500 participants de 73 pays. C'est à ce niveau-là que nous avons pu commencer réellement à travailler avec l'UNESCO. Ensuite, nous nous sommes déplacés là où est le plus gros fleuve au monde, l'Amazone, et nous nous sommes retrouvés en juillet 2014 à Manaus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'année de départ effectif de l'initiative. Ensuite, en 2017, nous nous sommes retrouvés dans une réunion extrêmement intéressante à Delhi, avec toute une série de participants de cette partie du monde. Et puis enfin, une réunion numérique, une réunion en ligne, l'an passé, pour cause de coronavirus. Et pourtant, la réunion a été extrêmement fructueuse. Peut-être pourrons-nous envisager d'organiser une réunion hybride à l'avenir. La 5e conférence aura d'ailleurs lieu l'an prochain à Vienne, en août de l'an prochain donc. Je profite de cette annonce pour vous inviter formellement si vous souhaitez participer en personne ou en ligne. Dans notre groupe de travail, nous avons déjà indiqué que nous souhaiterions pouvoir nous rendre en Afrique à l'occasion de la 6e conférence. Si donc quelqu'un est intéressé pour la prochaine réunion, enfin la réunion suivante plus exactement, en 2026, nous serions ravis de travailler avec vous. Et nous espérons que notre atelier d'aujourd'hui pourra peut-être déjà identifier quelques pistes. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes une entreprise scientifique et c'est pourquoi je vous montre ici que nous avons déjà produit un certain nombre d'études publiées dans des publications internationales. Nous travaillons donc sur les systèmes, sur l'hydrobiologie, sur les sédiments, sur la pollution, ici sur les processus hydrologiques, ici sur les ressources en eau, également les risques naturels, et également la géomorphologie et les conséquences géomorphologiques de l'érosion des lits des fleuves, par exemple.
Alors, je ne veux pas aller regarder ça trop en détail. Je vous donne juste ici quelques éléments que je ne vais pas tout relire, mais vous voyez bien que ça va de la prévention et l'atténuation des effets des inondations à la gestion intégrée des fleuves, par exemple. Et comme je le disais, nous espérons pouvoir lancer des projets pilotes et comme vous le voyez, la Banque mondiale a reconnu cela et a parlé du rôle des sédiments dans l'hydroélectricité, dans la gestion des bassins fluviaux. Vous voyez ici que nous avons pu parler pas seulement des sédiments, mais là, comme vous le voyez dans l'encadré, une approche intégrée sur plusieurs bassins et vous devriez, espérons-le, être en mesure très bientôt de télécharger ces rapports. Donc nous avons déjà travaillé ce rapport initial sur la méthodologie. Nous avons 3 projets de rapport sur l'État. Enfin d'ailleurs, ils sont déjà finalisés. Nous avons travaillé sur 3 fleuves. D'abord le Danube en Europe, le bassin le plus international du monde, et puis également le Mékong en Asie et le Niger en Afrique. Cela nous a permis d'acquérir une vraie expérience et de vraies connaissances. Cela s'est fait sur financement des autorités autrichiennes, mais également de la Banque mondiale. Ce que nous avons fait, c'est que pour le Niger, par exemple, nous avons plus, et pour le Mékong, nous avons, sur les fonds du projet, réussi à embaucher un certain nombre d'experts, des experts qui connaissent donc déjà ces fleuves et sont peut-être en mesure de travailler avec les organisations de bassin pour avoir accès à des données plus précises. Nous, ce que nous faisons, en fait, c'est d'assurer la coordination et nous nous assurons que les données soient collectées et formalisées de façon standardisée et donc comparable. Quelques exemples de résultats donc par rapport au Niger, disons. Et vous voyez que nous comparons cela aux éléments comparables avec d'autres fleuves. Vous voyez par exemple la surface du bassin fluvial, du bassin versant, le nombre de pays, la population que cela couvre, l'organisation régionale ou l'organisation de bassin qui existe, par exemple la Commission internationale pour la protection du Danube, la Commission du Mékong et l'autorité du bassin du Niger. Ce sont donc ces organisations qui, en fin de compte, confirment ou reçoivent nos rapports. En quelques mots, je vous rappelle que nous avons donc, ou je vous annonce que nous avons 4 sujets thématiques sur lesquels nous travaillons, l'hydrologie et l'hydraulique, donc par exemple le débit, les variations, etc. Ensuite, le transport de sédiments et les changements morphodynamiques du lit du fleuve, l'érosion des deltas, etc. Nous travaillons également sur l'écologie et la qualité de l'eau, et puis également sur la gestion du fleuve et sur les aspects socio-économiques. Et vous voyez ici un certain nombre de paramètres, c'est parfaitement illisible évidemment, mais qui ont été définis par le groupe de travail. Nous avions au départ 100 paramètres, puis cela a été réduit à 97, et vous voyez maintenant que pour tous les fleuves ne sont pas couverts par tous les paramètres. Nous savons qu'il y a malheureusement de nombreuses données qui manquent, mais il y a quand même un assez bon nombre de paramètres pour lesquels nous pouvons agir.
Et c'est sur la base de ces différents éléments, de ces différents paramètres que nous pouvons nous prononcer sur l'état de ces flux. Donc, comme je le disais, nous avons différents types de paramètres, les paramètres prioritaires, mais nous avons également 3 dimensions d'analyse, l'ampleur, l'espace, le temps. Nous pouvons donc effectivement, par exemple, nous projeter dans l'avenir. Un exemple ici, et pour ne pas prendre trop de temps, ici vous voyez pour l'hydrologie et les flux, que nous avions une quinzaine de paramètres en tout qui existent et nous en avons analysé 4 pour le Niger, c'est-à-dire la distribution mensuelle, les flux, et nous souhaiterions pouvoir remplir les autres cases également. Ici, pour le Niger, nous avons une carte du Niger, et si vous connaissez le fleuve, vous êtes certainement nombreux à mieux le connaître que moi, vous voyez qu'il y a une espèce de delta intérieur, enfin, qui explique la forme de ce fleuve. La première chose que je montrais montre qu'il y a un grand apport d'eau. Au milieu, eh bien, c'est quasiment désertique. On voit par exemple que 600 000 km² du bassin versant sont en fait dans le désert du Sahara. Alors, pour vous donner un exemple des analyses, je rappelle rapidement, et ne craignez crainte, ce qu'il en est au Niger, du delta du Niger, le delta intérieur, également le Niger moyen. Nous n'avons rien pour le bas Niger. Ici, vous voyez le volume d'eau apporté au fleuve en mètres cubes depuis 1914, et vous voyez qu'en fait, il y a une tendance statistique lourde au déclin. On voit qu'entre 1914 et 2020, cela a décru de façon notable. Alors, on ne parle pas seulement des raisons, mais plutôt de la tendance. Mais on voit bien, malgré la tendance, qu'il y a de vraies variations dans les deux sens. À Niamey, on voit également qu'entre 1929 et 2020, les volumes ont baissé également. Et puis à Diré, c'est vrai aussi, entre 1924 et 2020. Donc on voit que sur le Haut-Niger, la tendance est à moins 45%, dans le delta intérieur à moins 40% et dans le Niger moyen à moins 28%. En tout état de cause, comme je le disais tout à l'heure, il nous faut travailler avec les États, avec les autorités de bassin pour obtenir les données nécessaires et les traiter ensuite. Ce que l'on constate, c'est que après coup, sur la base de ces données, nous arrivons à produire des graphiques comparables. Alors, quand on regarde cela d'un peu plus près, on peut voir qu'il y a effectivement un changement. On ne peut pas dire si c'est le changement climatique ou non encore. Ici, on voit par exemple qu'il y a des périodes. Une période basse, là, une période sèche. Celle-là nous a surpris entre 1980 et 90 à peu près. Puis après, à niveau plus élevé. Donc, on voit bien qu'il y a des zones de convergence intertropicale du fait des émissions de dioxyde de soufre en Europe. Ceci étant, on voit bien que les niveaux baissent, même s'ils ont été beaucoup plus bas dans la période que je montrais entre 80 et 90.
Alors, nous ne pouvons pas a priori dire à quoi cela est dû, mais nous devons analyser, chercher à comprendre de façon à pouvoir utiliser ultérieurement les données pour prévoir la gestion du fleuve et des bassins. C'est évidemment essentiel pour les populations riveraines et c'est un vrai changement en profondeur. Autre exemple, le transport de sédiments et la morphodynamique. Il y a 11 paramètres différents sur lesquels nous travaillons. Voilà, par exemple, les sédiments en suspension. Quand vous regardez dans le fleuve, c'est toujours un peu opaque. L'eau n'est jamais à 100% claire. Au contraire, il y a quelque chose d'un peu brun et ce sont en fait les sédiments dus à l'érosion des sols. Cela vient des bassins versants et lorsque nous changeons le système, eh bien, on s'aperçoit qu'on a un problème avec la continuité des sédiments et alors à ce moment-là, on a une différence entre la situation historique, la ligne en haut, et la ligne actuelle. On n'a pas trop d'informations pour le fleuve Niger jusqu'à présent, donc ça ne peut être qu'un estimatif. Mais nous avons environ une réduction de 40% de l'écoulement des sédiments en suspension de moins d'1 millimètre qui arrivent dans le delta en fin de compte. Donc, cela veut dire que nous avons ici aussi une réduction et c'est vrai surtout pour les sédiments en suspension. Et ça va jusqu'à la fraction du sable. Et on voit qu'il y a une érosion, donc, et on peut observer la situation le long du littoral, sur les plages. On aime beaucoup aller sur la plage, mais on voit que sur une base annuelle, eh bien, s'il y a moins 40% des sédiments en suspension, ça aura forcément une conséquence sur les plages. Pour le Niger, il y a une réduction de certaines plantes et en même temps, il y a différents processus qui sont à l'œuvre et qui ne surviennent pas pour le Danube ou d'autres fleuves. Ça, c'est le Danube, par exemple. Il s'agit de quelque chose de tout à fait spectaculaire comme photo. Je ne dirais pas que ces sédiments remplissent le fleuve, mais il y a beaucoup de sédiments qui viennent de cela et qui est transporté donc par le vent. C'est du sable qui est transporté à cause de ces tempêtes de sable. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus d'accumulation de sédiments dans le fleuve. Et donc, le système est perturbé en fin de compte, ce qui inquiète beaucoup les gens. Quelle sera l'incidence si il y a de plus en plus donc de dunes de sable du Sahara qui se déplacent vers le fleuve? Il y a donc une érosion côtière qui risque d'en résulter avec accumulation de sédiments. Donc, c'est une sorte de contradiction. Et en fin de compte, ce que l'on voit ici, c'est une érosion donc des littoraux. Et vous le voyez ici, ça c'est la zone côtière qui vous est indiquée. On perd donc ici du littoral, de la longueur de littoral et il y a environ 37 mètres par an gagnés donc sur les terres par l'océan. Nous avons donc une déperdition à regretter de notre littoral, de la côte, en raison de ces phénomènes. C'est presque donc 1 kilomètre à peu près le long de ce littoral. Au contraire, la zone devrait être en croissance dans les deltas, mais c'est à cause du changement climatique. Quand on regarde notamment la tectonique, on voit qu'il y a eu énormément d'évolutions et d'évolutions sur le continent africain, mais sur une période plus courte, on s'aperçoit que l'impact est assez fort néanmoins. Et cela aura un impact économique parce qu'il va falloir mettre en place des mesures. Il y a des millions de dollars qui devront être investis, notamment pour remodeler ce littoral. Donc, ça devient une question économique ou financière. Comme aux Pays-Bas, en Europe, il y a une baisse de 70%. C'est beaucoup plus que le Danube et le Niger. Donc, on l'a vu dans les études, on a vu du moins 60%, là aussi de l'érosion côtière, de l'érosion du littoral. Il a fallu draguer le sable
pour le ramener de la mer vers les côtes, et il en va de même également en Italie. Mais nous n'avons pas de chiffres à présenter. On remarque la situation sans pour autant avoir fait les investigations scientifiques nécessaires et les calculs. Ensuite, il y a la qualité de l'eau et l'écologie, mais je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Aussi, avec les différents paramètres analysés, nous avons vu également quelles étaient les espèces de poissons menacées. Nous avons très peu d'informations sur le sujet. Nous avons plus d'informations sur certains cours d'eau où il y a une déperdition d'espèces de poissons et de biomasse. Alors, il y a certains fleuves qui abritent plus de 300 espèces de poissons. Et c'est le cas notamment dans le fleuve Niger. Si on change quelque chose dans le système, évidemment, les espèces sont menacées. Donc, il faut également se pencher sur le sujet. Il y a également les forêts, les mangroves au Nigeria, qui sont les troisièmes plus importantes au monde et qui représentent un habitat écologique important et qui constitue donc un intérêt économique fondamental. Donc, différentes espèces de poissons, on le voit ici, et on peut effectivement voir qu'il y aura déperdition de ces espèces en raison donc de la pression que nous exerçons de manière générale sur ces fleuves. Ensuite, nous nous penchons sur un autre domaine qui est la gestion donc des fleuves et la socio-économique. Vous voyez effectivement ici les différents paramètres que nous examinons. Il y a 4 barrages qui sont ainsi observés. On voit qu'il y a une augmentation des pressions. Si on compare avec le Danube, on a pratiquement tout terminé le travail sur le Danube puisque nous travaillons depuis 1990. C'est là qu'on avait construit donc un barrage. On voit ce qui se passe également dans le Mekong. Beaucoup de discussions actuellement pour savoir s'il y a une incidence sur le transfert de sédiments suite à la construction de ce barrage. Nous ne sommes pas une institution politique, nous ne voulons pas nous lancer dans une discussion politique, nous voulons simplement constater la situation et voir si les sédiments posent problème. Et si les sédiments posent problème, il faut simplement concevoir d'une manière un peu différente les barrages pour laisser passer les sédiments et pour mettre en place des mesures de développement pérenne. Le Niger, vous le voyez ici en jaune à la fin, et on voit qu'il peut y avoir certaines évolutions en cours pour ce qui est du Niger. Et si c'est le cas, l'expérience des autres fleuves peuvent venir à l'appui de l'élaboration de politiques plus durables sur le plan écologique. Maintenant, les pêcheries, là aussi, pour tout ce qui est activité des pêcheries, on voit qu'il y a des influences importantes, c'est très important. La pêche dans le Niger, beaucoup plus qu'au Danube. Donc, vous avez ici, par exemple, vous le voyez, environ 1 à 4% donc, du produit intérieur brut du bassin ripicole qui vient de la pêcherie dans la zone du Niger. Donc, il faut bien entendu observer quels sont les impacts sur les pêcheries. Maintenant, il y a l'irrigation également. Alors, les besoins d'irrigation peuvent augmenter en raison du changement climatique. L'irrigation pose la question de la source où est prélevée l'eau. Et donc, il peut y avoir un impact important, des questions d'environnement qui se posent. Beaucoup de débats sont ainsi nécessaires pour voir comment les conditions climatiques et écologiques se présentent. Donc, il faut pouvoir collecter des données et des informations pour avoir des informations scientifiques de base sur l'évolution historique de l'irrigation et sur l'avenir en matière d'irrigation. Voilà, tout cela doit être recoupé avec l'évolution de la population. Nous savons que le nombre de personnes qui vivent dans ces bassins hydrographiques compte beaucoup. Donc, on se penche également sur la socio-économique, l'évolution démographique. Vous voyez les différents pays qui sont impactés par le Niger. Vous voyez, on est passé de 40 millions de personnes à presque 160, voire 170 millions qui se trouvent dans ce bassin hydrographique, différents pays que vous pouvez identifier ici, comme vous le voyez, ce qui veut dire que la demande des ressources en eau dans le bassin hydrographique, même pour l'eau potable et aussi pour l'irrigation et pour tous les autres usages de l'eau, va aller croissant et accru énormément au fil du temps. C'est une grosse différence avec le Danube. Je n'ai pas mis les données comparatives. On avait le même graphique qui a été développé également pour
le fleuve Danube et on est arrivé à un plateau et dans certains pays, la population a même baissé. Il y a une augmentation des usages également pour le Mékong. Ce qu'on peut faire avec le rapport, c'est essayer de voir quels sont les états de l'évolution démographique d'une part et quels sont les écoulements et le débit disponible des fleuves dans les bassins hydrographiques. Alors, effectivement, il peut être très important d'avoir une source d'information importante lorsqu'il y a une augmentation des populations et une augmentation des usages possibles. On a regardé également quel était le bien-être social. On peut utiliser différents indices, l'indice du développement humain, par exemple, dans différents pays qu'on peut comparer. On voit ici qu'il y a un indice de développement humain relativement élevé. On voit une amélioration. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez que les tendances sont orientées vers le haut. C'est une bonne indication pour les pays d'Afrique. Ici, plus particulièrement pour les pays qui sont touchés par le bassin hydrographique du fleuve Niger. Donc, on donne aux populations la possibilité de se développer et d'améliorer leur niveau de vie. Et c'est important également d'être sûr qu'il y aura une disponibilité des ressources en eau pour les populations futures. Donc, important aussi pour pouvoir répondre aux différents critères. Et comme vous le savez, l'eau constitue vraiment une ressource de base qui détermine l'indice de développement humain. Au contraire, si elle vient à manquer, il y a forcément un effet délétère sur l'IDH. J'en arrive maintenant à la dernière partie de ma présentation, à savoir que faisons-nous ici à l'UNESCO et notamment avec la VLRI. Nous pensons que c'est une contribution fondamentale donc au 9e programme. Et c'est surtout une contribution importante pour les résultats 1.9 et 4.2. Je ne vais pas rentrer en détail, mais on a besoin maintenant de programmes du PHI pour préparer le rapport sur la situation des grands fleuves en partenariat avec d'autres organisations et également qui font partie de la famille de l'eau. Et il sera nécessaire également de faire de la diffusion d'informations dans différentes manifestations. Donc, tout cela est décrit plus avant et les pays participent, les pays du bassin hydrographique participent de manière volontaire. Donc, nous avons une responsabilité vraiment importante et impérieuse de travailler sur ces programmes maintenant. Et nous apporterons des contributions clés aux résultats 1.9 et 4.2, ce qui fait que cette initiative est vraiment intégrée pleinement dans le PHI. Et j'ai une responsabilité en tant que président ici, aux côtés des différents pays, d'aller dans le sens de ces évolutions. Alors, on va mettre l'accent plus particulièrement sur l'Afrique. Vous l'avez vu dans la note conceptuelle. Nous avons ici une liste de fleuves. Et comme nous l'avons dit au départ, on aurait pu faire entrer dans cette liste beaucoup d'autres fleuves. Les fleuves sont grands, mais pas seulement par la taille, mais également par l'importance au regard des différents pays d'Afrique. Des fleuves peuvent être importants pour d'autres raisons que leur écoulement et leur débit. Donc, nous avons le Congo, le Limpopo, le Niger, le Nil, l'Okavango, le fleuve Orange, Sénégal, Volta et le Zambèze. Et vous voyez ici les différents pays qui sont concernés. J'espère ne pas avoir commis d'erreur dans les pays qui sont concernés, mais ça, c'est pour la période à venir. Les pays avec lesquels nous aimerions coopérer et qui doivent participer sur une base volontaire, peut-être avec les organisations de bassin pour faire avancer les choses. Nous pensons que nous pouvons donc arriver à réaliser certains ODD de l'agenda 2030, de l'ADAMA 63. Il s'agit donc de l'Afrique que nous voulons, la vision sur l'eau de l'Afrique 2025, la Convention sur la biodiversité des Nations Unies, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, une approche intégrée avec d'autres programmes de l'UNESCO tels que le programme MAB, IGCP et WWAP, et nous espérons que nous aurons un jour un rapport consolidé sur les fleuves. C'est le rêve et le vœu que je forme, que nous aurons un programme d'évaluation, un rapport pour l'ensemble de l'état de tous les fleuves. Pour cela, il faut bien entendu avoir des données qui remontent des différents fleuves. Donc, nous sommes là pour discuter aujourd'hui de la façon dont nous pouvons nous lier à vos fleuves. Est-ce que vous êtes intéressés à faire avancer cette initiative? Comment pouvons
pouvons-nous donc parler avec donc les bassins hydrographiques, trouver les experts et les universités. Il est très important que nous puissions lancer la discussion avec vous à ce propos pour avoir votre sentiment sur la question. Nous voulons donc vraiment faire intervenir les États membres, discuter de ce processus. En réalité, nous voulons formuler une sorte de cadre pour savoir comment nous pourrons mettre en place au mieux cette initiative WLRI en Afrique et dans les bassins hydrographiques en fonction de votre intérêt. Rien n'est évidemment figé une fois pour toutes. Il y a beaucoup de marge de manœuvre. La seule chose, c'est que nous voulons vraiment se décider d'une méthode pour que les données soient comparables et que nous ayons cette perspective mondiale. Mais nous devons tenir compte de vos propres besoins et bien entendu tenir compte aussi des ressources qui sont à votre disponibilité, à votre disposition. Quelles sont que faire pour aller de l'avant? Nous voulons commencer par cet atelier général, informel, pour sensibiliser à cette initiative. Nous savons que nous avons besoin d'une série d'ateliers plus ciblés dans les bassins hydrographiques eux-mêmes, peut-être, où nous pourrons faire intervenir des discussions plus particulières sur chaque fleuve. Nous ne pourrons pas le faire aujourd'hui sur une base continentale, bien entendu. Nous voulons également discuter avec vous de la participation des agences de bassin. Nous aimerions également inviter vos experts, vos spécialistes et d'autres parties prenantes importantes sur une base volontaire. J'espère que nous allons voir comment nous pouvons vous impliquer, qui doit être impliqué, comment on peut entrer en contact avec les différentes parties prenantes de votre pays, etc. Ce qui serait formidable, c'est de commencer simplement aujourd'hui avec les pays concernés, avec les universités, les experts et les autorités de bassin, comment lancer le processus, comment l'organiser, comment lancer donc cette feuille de route. Il serait bon qu'il y ait des personnes à titre individuel qui nous soutiennent et qu'on puisse discuter d'un cadre d'intervention. Nous sommes toujours en discussion avec la Banque mondiale, par exemple, mais ça peut être n'importe quelle autre banque de développement, pas juste la Banque mondiale, qui peut s'intéresser à cette initiative, qui veut coopérer sur le développement de la bonne approche pour avoir une base solide et scientifique pour mettre en œuvre cette initiative. Voilà donc quelques mots d'introduction pour lancer le processus et j'espère qu'il sera possible dans quelques années d'avoir un rapport d'évaluation globale comme celui du GIEC sur le changement climatique, mais qui fasse l'état de la situation des différents grands fleuves du monde. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. J'espère que vous pouvez m'entendre. Désolé, j'ai dû changer de connexion. J'avais une très mauvaise connexion. J'espère que même si vous ne me voyez pas très bien, ma caméra n'est pas bonne ou ne marchera pas tout le temps, vous pourrez au moins m'entendre. Merci beaucoup, Helmut, pour ce tour de table, cette présentation très complète qui met en lumière la façon dont vous avez lancé et orienté les projets, comment les données scientifiques seront collectées, de quelles données scientifiques s'agit-il et à quoi ressemblera le résultat final. Je crois qu'il est très important d'avoir tout cela en tête parce que nous n'avons pas une idée claire de ce qui se passe, alors il va manquer un peu des pièces au puzzle. C'est un petit peu la même chose pour le changement climatique d'ailleurs. On pourra bien entendu utiliser le rapport sur l'état des fleuves pour chaque pays des bassins hydrographiques, mais nous avons également ce rapport global. Il y a un sommet sur les eaux souterraines en décembre à l'UNESCO qui s'organise et l'Autriche est en train de travailler là-dessus, l'élaboration de scénarios pour voir comment nos eaux souterraines en Autriche évolueront d'ici à l'horizon 2050. On ne peut pas faire ces prévisions sans les données, donc chacun veut savoir comment on peut prévoir l'avenir pour pouvoir s'assurer qu'effectivement, nous aurons des ressources en eau de qualité au service de nos collectivités, même dans les 10, 20, 30, 40, voire 50 prochaines années. Ceci étant dit, merci beaucoup, Helmut. Je vais maintenant ouvrir la parole pour vos questions, observations ou commentaires divers sur ce qui vient d'être dit dans ce contexte. De la part du Soudan, j'ai M. Abdin Sali qui demande à intervenir. Monsieur Abdin Sali, merci d'être avec nous et je vous donne maintenant la parole. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dois dire que je suis absolument ravi d'avoir cette contribution formidable de la part d'Helmut et de son groupe. Moi, j'étais là, en fait, lorsqu'il nous encourageait à lancer ce genre d'initiative. Et nous l'avions approuvé, d'ailleurs, que ce soit l'UNESCO qui prenne cela en charge. Je crois qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'occasions
où effectivement cette initiative a été présentée, mais cette contribution en particulier elle doit être saluée car elle était très complète. Cette initiative a beaucoup de potentiel pour l'Afrique. L'Afrique peut profiter de ce genre d'initiative à de nombreux égards. Et donc, je tiens à vous remercier votre pays et remercier votre Excellence, Madame l'ambassadrice également pour cette occasion. Je crois qu'il s'agit d'un atelier informel. Je peux peut-être parler un petit peu du Nil et peut-être parler de l'incidence sur mon pays. Pour ce qui concerne le Nil, nous pensons que la science est importante. Sans science, on ne peut aller nulle part. Et je me souviens, il y avait un projet en 1992 pour essayer justement de convaincre les gens. Et en 1992, nous avons lancé un projet justement sur le Nil. Nous l'avons commencé en 1992 et il avait pour visée 2022. Nous avons organisé une conférence scientifique dans tous les pays, les 10 pays qui sont concernés par le Nil. Aujourd'hui, il y en a 11 puisqu'il y a maintenant le Soudan du Sud qui a été créé, qui fait le 11e pays. Mais c'était absolument fantastique de faire toutes ces conférences. Mais malheureusement, les données et les connaissances discutées à l'occasion n'ont pas fait l'objet de compilation. Du moins, elles auraient dû l'être. Mais ensuite, nous avons rejoint l'UNESCO en 1993 et nous avons commencé un autre projet. J'ai discuté avec la DG à l'époque, M. Bedra, et c'était très important de lancer ce projet. Et je crois que beaucoup de travail de qualité a été effectué. Il y a eu des recherches, des papiers qui ont été publiés. Et je dois dire que nos amis, Christophe et nos amis néerlandais, ont apporté beaucoup d'aide, beaucoup d'assistance. Christophe était de l'autre côté à l'époque. Bon, il n'est plus exactement au même poste, mais la contribution était formidable. Et c'était donc vraiment un travail de qualité sur le plan scientifique. Il y a eu une division africaine de l'Association de la recherche hydrogéologique qui a été mise en place. Et j'étais présidente de cette section africaine avec mes collègues. Nous avons réussi à obtenir des Pays-Bas un accompagnement sur des projets d'ingénierie hydrologique ou hydrographique. Et je crois que c'est un travail formidable qui a été ainsi accompli et des données intéressantes ont pu être ainsi collectées. Bref, il y a l'initiative sur le Nil et d'autres projets qui ont été mis en place par le passé. Et je crois que tout cela a créé de la confiance également, confiance qui est importante. C'est la confiance qui a permis justement de rassembler ces connaissances qui malheureusement n'ont pas été compilées. Et ça, c'est bien dommage. Et on en a parlé pour le fleuve Niger. On pourrait s'inspirer de l'expérience autour du Nil. Vous avez dit qu'il y avait certaines initiatives à l'UNESCO qui ont été lancées. Il y avait 6 experts qui s'étaient mis d'accord sur cette initiative. Et ça n'est qu'aujourd'hui que je vois vraiment dans tous les détails cette WLRI. Donc, je vois que vous avez fait preuve de beaucoup de dévouement. C'est très important pour réussir, effectivement, de s'assurer que tout le monde travaille ensemble. Je crois que le Nil présente également beaucoup de potentiel. Un travail a déjà été fait là-dessus, mais nous coordonnons les choses dans notre secteur à Khartoum. Nous avons un agenda sur les ressources en eau et je crois que cela pourra être riche d'enseignements pour d'autres parties du monde. Donc, je crois que là aussi, ça pourrait présenter un potentiel de coordination. Nous coordonnons dans notre centre, effectivement, beaucoup d'efforts en ce sens. Alors, étant fondateur de cette initiative, je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de fleuves qui traversent des zones arides et leurs caractéristiques sont sans doute très différentes. Il y a quelques fleuves comme le Nil qui traversent des zones arides, disais-je. Et je crois donc que le Nil serait sans doute très intéressant comme objet d'étude. En tout état de cause, je vous remercie très chaleureusement et remercie aussi, Madame l'ambassadeur, du soutien que vous accordez. Et l'Africain que je suis plaide pour que nous allions au-delà du Niger et que l'on envisage le Nil. Et puis, je salue Christophe qui a changé de maître de nos jours et je lui demande de remercier également Rudiger qui en a fait auparavant.
Mais non, pas aucun problème, dit Madame Reinprecht. Merci également de ce que vous dites. Nous savons que pour le Nil, c'est effectivement extrêmement important que le Nil est un des fleuves clés. Anil du secrétariat de l'UNESCO souhaite rebondir. Anil, allez-y. Puis après, je donnerai la parole à notre collègue sénégalais. Oui, merci. Helmut d'être avec nous. Nous reconnaissons le rôle clé que vous jouez et visionnaire. Je fais remarquer rapidement qu'une conférence sur l'hydrologie sera organisée l'an prochain au Sénégal. Et nous couvrirons un certain nombre d'initiatives, y compris celles sous l'autorité de Helmut. La priorité Afrique et les initiatives en Afrique seront donc rassemblées. Et je suis ravi, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir annoncer la conférence de l'an prochain au Sénégal. Merci. Merci Anil, quelle bonne nouvelle. Tiens bien, comme on parle du Sénégal, je fais remarquer que notre collègue sénégalais est avec nous. Je n'arrive pas bien à lire votre nom, j'en suis désolé. Vous avez la parole. Bonjour, merci. Bonjour, vous m'entendez? Oui, nous vous entendez, nous entendons. Et s'il vous plaît, vous pouvez parfaitement prendre la parole, monsieur. Je présente mes excuses parce que je n'ai pas pu voir votre nom, mais la parole est à vous, monsieur. Ok, c'est Bakary Fati, donc je crois que c'est Bakary Fati, chef de la division hydrologie à la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, donc du ministère de l'eau et de l'assainissement au Sénégal. Donc, je vous remercie de nous avoir permis d'assister à une telle rencontre. Et cela ne saurait se faire sans vraiment les efforts consentis par le professeur Bekay Gueye, que vraiment je tiens à remercier ici pour tous les efforts qu'il fait pour nous tenir au courant des activités de l'UNESCO. En fait. Donc, étant président du comité national de PSD, nous le remercions très sincèrement pour ses sincères collaborations. En fait, je suis là en tant que membre du comité national de PAC. Donc, en fait, j'ai suivi avec intérêt la présentation. J'avoue que j'avais raté une partie, mais la partie que j'ai suivie, vraiment, je trouve que elle est très, très, très intéressante. Donc, sur ce, j'ai pu avoir quelques notes que je voudrais partager avec vous par rapport surtout aux pays du bassin du fleuve Sénégal. Je crois que vous avez marqué les pays comme Sénégal, Mali et Mauritanie. Il y a également Guinée-Conakry qui est vraiment un pays phare, même si vraiment elle a tardé à intégrer l'OMS, mais c'est de là que le fleuve Sénégal prend sa source comme le fleuve Niger. Donc, ce serait bon de mentionner les pays. Et donc, je voudrais vous dire, si vous avez à impliquer les organismes du bassin, il ne faut pas oublier que derrière ces organismes du bassin, il y a des pays qui font des travaux extraordinairement intéressants. Donc, la collecte des données, c'est les pays. Donc, les données hydrologiques, c'est la propriété des États. Donc, ce n'est pas la propriété des organismes de bassin. Donc, si vraiment on doit aller à une telle collaboration avec les organismes de bassin, pensez derrière, il y a les pays qui sont vraiment donc, des ouvriers qui font le gros du boulot. Donc, les organismes de bassin, c'est la centralisation des données. Donc, je crois que Dr Abou Ali ne pourrait pas me démentir, vous pourrez vraiment confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire. Parce qu'il a été à la tête, il a été à l'agrimètre, il connaît mieux ce que moi je suis en train d'avancer. Donc, vraiment, les quelques mots que je tiens à partager et vous dire aussi que le Sénégal reste engagé et engagé vraiment à s'impliquer dans
toutes les activités de PSI. Et donc, vraiment, on fait tout en collaboration avec le professeur Bekay, que je tiens à remercier ici. Vraiment, voilà les quelques mots que je voudrais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Fati, merci beaucoup. Juste pour votre information, parce que vous avez mentionné que vous avez raté un tout petit peu de la présentation. Nous avons enregistré cette session et je vais demander à Helmut de bien vouloir télécharger le lien pour que tout le monde puisse accéder l'enregistrement et vous pouvez voir toutes ces sessions encore autant que vous choisissez. Donc, merci beaucoup. Et, merci beaucoup. Claudia, of course, I can upload the presentation. Oui, Claudia, je serai évidemment en mesure de charger la présentation également après. Et j'ai cru comprendre qu'un certain nombre d'enregistrements avaient été faits. Si l'enregistrement n'est pas disponible, de toute façon, la présentation sera disponible. Oui, Helmut, c'est ce que j'étais en train de dire, que effectivement, nous enregistrons l'atelier et je vous demanderai de bien vouloir mettre le lien de l'enregistrement et également de votre présentation sur votre site pour que ça soit accessible et diffusé plus largement. Je comprends parfaitement qu'étant donné la période de l'année à laquelle nous nous réunions, tout le monde n'a pas forcément été en mesure de nous rejoindre. J'ai une question, Helmut, de la part de Paulo Coelho, un très beau nom, évidemment. Monsieur Coelho, qui nous vient d'Angola, pose la question suivante, c'est ce que nous voyons dans le chat. Mais évidemment, s'il veut prendre la parole ou compléter, on pourra lui donner la parole, mais je pose la question. Est-ce que les pays d'Afrique pourraient ne vivre que de la pêche fluviale parce que la pression sur les océans est trop élevée? Qu'en pensez-vous? Monsieur Coelho, si vous voulez prendre la parole, je vous la donne volontiers, mais est-ce que vous considérez qu'avoir donné lecture de votre question suffit? Bonjour. Est-ce que Monsieur Abersac peut répondre à ma question? Oui, merci. Claudia, peut-être qu'on pourra faire une espèce de petit tour de table ou obtenir une liste des participants pour pouvoir correspondre si nécessaire. En tout état de cause, je vais répondre à la question. Claudia, le secrétariat de l'UNESCO a, pour autant que je sache, toutes les données puisque tout le monde a dû s'enregistrer pour pouvoir accéder à notre conférence, à notre atelier. Donc, est-ce que les collègues du secrétariat sont capables de confirmer? Oui, une voix désincarnée confirme effectivement ce fait. Helmut. Bien, alors écoutez, je crois que dans les différents bassins, la situation est différente. Si l'on compare par exemple les fleuves africains avec le Mekong ou le Danube, on voit en fait qu'il y a plusieurs millions de personnes qui vivent du Mekong, mais c'est très différent en Afrique ou dans le Danube. Personne au bord du Danube vraiment ne vit de la pêche fluviale. Dans le delta du Niger, il y a effectivement une forte proportion des moyens de subsistance qui découlent de la pêche fluviale. Mais ce n'est pas vrai tout au long du cours du fleuve.
J'ai peur que dans la durée, il y ait une certaine menace qui pèse sur l'écosystème fluvial, sur la biomasse. On voit que les chiffres sont également à la baisse, donc il faut faire extrêmement attention. Et si l'on veut s'assurer d'avoir une vraie gestion intégrée des fleuves, il faut prendre en compte ces chiffres, voir combien de personnes vivent de la pêche fluviale. On ne peut pas dire que la biomasse en poisson n'est pas suffisante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, regardez ce qui s'est passé en Autriche. La biomasse en poisson par hectare était de 250 kg par hectare et descendue en une vingtaine, trentaine d'années à 80 kg par hectare. Et on voit bien que cela ne suffit pas. Qu'est-ce que j'essaye de dire en utilisant ces chiffres? Eh bien, à l'échelle locale, ce peut être possible ici ou là, mais à l'échelle nationale, ça ne l'est pas. Merci, Helmut. Je vois que Monsieur Fati. Prendre la parole encore une fois. Vous avez encore une question? Oui, merci beaucoup. Excusez-moi de revenir après. C'était juste pas de problème. un point. Voilà. D'accord, c'est un point que j'avais oublié qui était la problématique émergente de la pollution des eaux actuellement dans nos différents bassins. La pollution est telle que vraiment donc c'est devenu inquiétant. Et donc, alors nos services hydro-nationaux ne sont pas aussi outillés que ça. On n'a pas les moyens de pression qu'il faut pour vraiment donc, apporter la solution escomptée. Actuellement, il y a des sociétés d'exploitation aurifère dans les différents bassins, surtout au niveau du haut bassin du fleuve Sénégal. Donc, la problématique est là, et même au niveau du fleuve Gambie également. Donc, il y a la présence de météo lourds dans les eaux. Donc, il y a même quelquefois des contaminations que les gens essaient de lier au fait de la présence de ces météos dans les eaux, qui viendraient des activités aurifères et d'exploitation minière dans les différents bassins. Donc, c'est des aspects que l'UNESCO pourrait vraiment prendre en charge avec la collaboration des différents services hydro pour voir comment vraiment on peut apporter un début de solution à ces problèmes. Merci beaucoup. Thank you very much. I'm sorry that my... Merci. Une question qui nous vient du Congo, Monsieur Dinga. Helmut, est-ce que je peux essayer de répondre avant de prendre la question? Est-ce que je peux essayer de rebondir sur ce qu'a dit le Sénégal? Oui, bien sûr. Dit Claudia, je crois qu'il nous reste une dizaine de minutes en cours avant de devoir nous arrêter. Mais allez-y, je vous en prie. Nous traitons cette question de la pollution dans notre rapport. Nous y avons consacré un chapitre, mais j'imagine que nous pourrons reprendre cette question en bilatéral. Très bien, merci. Alors, Monsieur Dinga du Congo, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis le docteur Dinga, bienvenue. Le point focal du programme hydrologique intergouvernemental du Congo. Alors, j'interviens ici pour dire qu'il est important que nous voyions le problème global, c'est-à-dire que tout le bassin versant, notamment, moi je suis dans le cadre du bassin du Congo, qui est le deuxième fleuve le plus puissant au monde, après celui de l'Amazone, les aspects relatifs, par exemple, à la pollution, là, ce sont des éléments qui doivent être pris en compte dans les activités de l'UNESCO. Faire en sorte que les laboratoires, les services hydrologiques, qui font le suivi de la qualité et de la quantité puissent être appuyés. Ça, c'est un problème déjà qui a commencé il y a longtemps. Jusque-là, tous les programmes ne prennent généralement pas en compte les aspects relatifs à la qualité physico-chimique, par exemple, des eaux. Ça, c'est un problème important. Nous vivons dans les grandes villes. Il faudrait vraiment que les services soient appuyés dans ce sens-là. Deuxième aspect, c'est au niveau de
les sources hydrologiques, comme le collègue du Sénégal l'avait dit tout à l'heure, où jusque-là, toujours le problème de l'appui pour que les services hydrologiques nationaux, bien que la donnée hydrologique soit du ressort des États, mais tant qu'on n'a pas appuyé les États pour les mesures, on n'aura pas les données essentielles pour que tous les modèles de suivi de la qualité, de suivi de la quantité puissent être réalisés. Et enfin, je terminerai par l'élément essentiel, notamment sur le projet de l'UNESCO, sur la révision des normes hydrologiques. Alors là, si M. Abou Amani est à l'écoute, il saura bel et bien que ce projet-là, nous attendons. Les États n'attendent que cet appui-là pour permettre la révision des normes hydrologiques face au changement climatique. Donc, voilà un peu les thématiques essentielles qui vont intéresser les bassins pour que nous ayons des réponses, nous ayons des éléments pour répondre du point de vue changement climatique, du point de vue suivi de la ressource, de la qualité, de la quantité, pour répondre aux problèmes au niveau africain, pour tous les bassins. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dinga. Helmut, would you like to respond, maybe? Une réponse peut-être, Helmut? Eh bien, je crois que ces questions sont effectivement très pertinentes. Ce que nous pouvons peut-être essayer de montrer, c'est montrer qu'effectivement les critères pollution sont inclus parmi nos 100 critères, essayer d'identifier les cas où nous avons effectivement des informations et chercher à accueillir des informations complémentaires ici ou là, en mobilisant effectivement des ressources. Nous savons effectivement que dans certains pays, les paramètres sont bien couverts, dans d'autres, ce n'est pas le cas. Mais c'est à peu près la même chose en Europe. Enfin, on n'a pas accès à tous les paramètres dans tous les pays d'Europe. Mais ce qui serait intéressant pour le Congo, ce serait effectivement de regarder ce qui est disponible en termes de données. Peut-être que nous pourrons échanger avec M. Dinka après la réunion. Je crois effectivement qu'un rapport comme le nôtre peut stimuler ou inciter à des travaux ultérieurs et également provoquer des financements pour soutenir ce qui doit être fait. Mais effectivement, il faut identifier les lacunes et montrer pourquoi c'est important. Absolument, Helmut. On va voir comment organiser une approche ciblée qui permette d'être systématique, de faire participer tous les experts et de trouver toutes les sources de financement. Je vois que Anil voudrait se manifester. Anil, est-ce que vous êtes toujours parmi nous depuis New York? Oui, juste quelques mots. C'est tout à fait important. Je souhaite tout d'abord remercier nos délégations des différents pays d'avoir soulevé le problème des normes hydrologiques. Nous avons 150 activités dans le cadre du 9e programme du PHI. Donc, les questions que vous avez soulevées méritent votre contribution. Nous voulons vraiment mobiliser cette initiative sur la qualité de l'eau. Nous voulons pouvoir mettre en œuvre ces différentes activités. Nous avons besoin de votre retour. Donc, le secrétariat du PHI vous demandera encore d'être vraiment actif dans la mise en œuvre de PHI 9. Comme je le dis, plus de 150 activités. Nous avons besoin de votre retour. C'est là qu'il va falloir être dynamique et proactif et nous accompagnerons bien entendu les États membres pour pouvoir donc relever ces défis. Je suis désolée de ne pas être là en présence, mais j'aimerais saisir cette occasion pour remercier bien entendu Helmut, chef de l'UNESCO, de la chaire UNESCO. Merci aussi à notre ambassadrice pour l'organisation de cet excellent atelier qui effectivement sera suivi des faits. Il y en aura d'autres. Merci beaucoup Anil. Anil est à New York. Et Anil a consacré un petit peu de son temps. Je sais qu'il risque de disparaître de l'écran d'un moment à l'autre. Vous avez utilisé tout le temps qui était à votre disposition pour être des nôtres et nous vous saluons. J'ai Alexandros qui souhaite intervenir. Oui, merci beaucoup Claudia et félicitations. Félicitations à Helmut et à sa délégation. Merci donc
de nous avoir sensibilisés un peu plus à cette initiative WLRI sur les grands fleuves. Le son est malheureusement coupé. Il serait formidable, effectivement, de pouvoir faire intervenir les uns et les autres. Une expression d'intérêt, une manifestation d'intérêt de la part des uns et des autres compterait dans un premier temps pour qu'on puisse vraiment mettre en œuvre cette initiative et voir quels sont les pays, quels sont les bassins hydrographiques qui pourraient participer, qui manifeste son intérêt et dans quel domaine, etc. Faire une sorte de cartographie. Je sais que nous n'avons pratiquement plus de temps pour cet atelier, mais en tout cas, ce serait un peu la marche à suivre. De notre côté, nous avons également reçu la visite de Mahmoud, qui s'occupe du soutien logistique. Et nous allons essayer de discuter de tout cela à notre prochaine réunion du Comité national en Afrique, qui aura lieu le 16 août prochain. Le 16 août prochain, disais-je, nous allons organiser la réunion avec les comités nationaux en Afrique subsaharienne. Je dois être un petit peu plus précis dans ce que je vous dis, et nous allons discuter justement de cette question. Et je demanderai peut-être à Helmut, s'il était disponible, de bien vouloir venir faire une allocution de 5 minutes de sensibilisation pour que les gens soient au courant de cette initiative. Voilà, j'en ai terminé de mon côté. Merci beaucoup. Et pour Monsieur Dinga du Congo, j'aimerais simplement vous dire que nous avons lancé un effort pour essayer de mettre en place les normes hydrologiques qui faisaient encore défaut en Afrique. L'Afrique est encore régie par des normes un petit peu anciennes qui ne sont plus tout à fait satisfaisantes. Voilà pourquoi, dans le cadre du PHI 9, nous avons prévu une redynamisation des bassins d'expérimentation pour pouvoir mettre en œuvre les normes hydrologiques du PHI. Nous voulons donc travailler avec toutes les personnes de bonne volonté dans ce domaine et nous allons vraiment aller vers cela, effectivement, la mise en place de ces normes hydrologiques. Merci beaucoup, Alexandros. Merci de votre contribution également. Oui, bien, j'en ai bien peur. Il faut maintenant arriver à nos conclusions pour cet atelier. Nous n'avons malheureusement pas suffisamment de temps qui nous était consacré, mais il y a un suivi à cet atelier. Tout d'abord, nous allons faire une sorte de synthèse de ce qui a été discuté et vous verrez apparaître les différentes diapos et le lien pour l'enregistrement de cet atelier. Tout cela sera mis à disposition de vous, de vos comités nationaux et de vos délégations et tout cela fera l'objet d'une très large diffusion. N'ayez crainte. Ça, c'est la première étape. En deuxième étape, nous allons essayer vraiment de mettre le doigt sur les premiers leviers et les premiers fleuves qui feront l'objet de notre effort. On ne peut pas prendre tous les fleuves en même temps. Il faut trouver peut-être un fleuve ou deux au maximum qui seront les premiers, les pionniers. Et les pays de ces fleuves commenceront le travail. Nous ferons des ateliers très ciblés où nous allons regarder les choses en détail, mettre en place un plan d'action étape par étape pour essayer de collecter les données, quelle est la méthodologie pour ce faire, comment appliquer toutes les parties prenantes, comment finir avec un produit qui est le rapport sur l'état du fleuve en question. Ce sera une approche graduelle, progressive, par étape, avec la participation de tous les pays concernés et de toutes les parties prenantes concernées par le fleuve qui aura été ainsi retenu. Dites-nous par mail ou par tout autre moyen que vous trouverez facile si vous êtes intéressé à participer effectivement à une telle initiative. Nous avons besoin de tout votre soutien, nous avons besoin de toutes les parties prenantes à bord auprès de l'UNESCO. Nous essayons d'être toujours inclusif, aussi solidaire et inclusif que possible. C'est une suggestion formidable. Merci beaucoup, Alexandros. Donc, d'avoir invité Helmut à votre réunion qui se tiendra donc le 16 août prochain. Et s'il n'y a plus d'autres questions, je vais demander à Helmut de vouloir prendre la parole, de nous dire les quelques mots de conclusion. Nous conclurons. Et ensuite, comme je l'ai dit, c'est une lettre qui sera envoyée de notre part à vous avec toutes les informations idoines et les marches à suivre avec les différentes étapes prévues. Et on essaiera de voir qui seront les partenaires qui seront associés à l'étape suivante. Merci beaucoup. Simplement dire merci. Merci à votre équipe et à vous-même pour l'organisation de cette réunion.
Et merci d'avoir esquissé les différents domaines d'intervention. Merci à ceux qui ont participé à la réunion. Malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour discuter de tout, mais si cela vous intéresse, si votre pays, votre fleuve est intéressé à une participation, vous pouvez m'écrire en direct ou vous pouvez passer également par le secrétariat du PHI pour essayer de voir comment on peut collecter les informations et comment on peut organiser un atelier de suivi avec plus de temps consacré à différents domaines. Et ensuite, Thank you very much. les autres grands fleuves d'Afrique pour mettre en place cette initiative. Merci beaucoup. Madame l'ambassadrice, je n'en dirai pas plus. J'aimerais vous remercier encore, vous et également notre intervenant pour l'initiative et cette présentation. Je crois que vous avez dressé la toile de fond qui a suscité beaucoup d'intérêt. J'espère que ce sera l'occasion d'accumuler un peu plus de données de notre part. Et moi, je parle ici en tant que chef de cette section. Je l'ai vu dans votre présentation. Vous voulez donc avoir une coopération plus étroite. Nous sommes d'accord également pour coopérer et apporter la contribution que nous pourrons apporter. Je serais très curieux de voir comment les choses vont avancer et aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Alessandros, est-ce que vous voulez toujours intervenir à ce stade? Parce que je vois que vous avez toujours la main levée, ou est-ce que vous avez oublié de la baisser? J'ai oublié, effectivement. J'ai dit ce que j'avais à dire. Merci. Eh bien, on vous en remercie. Merci encore une fois au secrétariat de l'UNESCO, à son équipe. Merci d'avoir mis en place ce lien Internet. Merci au soutien technique. L'ambassadrice a la gentillesse de remercier les interprètes qui étaient là pendant 1h30, mais qui peuvent faire un petit peu plus. Merci beaucoup. Comme l'a dit Helmut, restez en contact. Nous allons communiquer toutes les informations dont nous disposions pour savoir comment vous pouvez contacter Helmut ou n'importe lequel des collègues du secrétariat pour faire avancer les choses. Je suis ravie de voir qu'Alexandros et d'autres sont sur le terrain déjà, sur place, et effectivement feront progresser l'initiative. Vous bénéficierez de notre plein soutien. Côté délégation autrichienne, nous serons ravis de travailler à vos côtés. En fait, l'objectif énorme, c'est d'avoir un grand rapport d'état sur les différents fleuves. Ça prendra tout le temps qu'il faudra. Nous aurons besoin de toute votre aide et ce sera un sacré exploit qui pourrait changer la face du monde. En tout cas, ça changera la base de connaissances et de savoir dont nous disposons. Et à ce moment-là, on aura peut-être un peu de chance de faire bouger les lignes. Merci beaucoup de cette aventure. Merci d'avoir engagé avec nous les premières étapes. Les premiers jalons ont été posés et j'espère que la fois prochaine, nous aurons déjà une ébauche de rapport. Passez une bonne soirée, une bonne journée en fonction du lieu d'où vous nous parlez. Merci beaucoup à tous et au revoir. Merci et bonne journée.